Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 45e webinaire organisé par le réseau Rappel, qui est consacré à la présentation du fonds Dentelle porté par l'association CREAC. Donc, on a aujourd'hui trois intervenantes qui vont nous présenter ce fonds Dentelle. Donc, Nathalie Duviella, qui est directrice du CREAC et qui nous présentera l'association et le contexte d'émergence du fonds Dentelle. Et on aura ensuite Julie Fitte-Duval, qui est assistante sociale et animatrice du fonds Dentelle, qui évoquera la démarche, les outils et les étapes d'accompagnement du fonds Dentelle. Elle sera également accompagnée de Gwenaëlle Petit, qui est conseillère médicale en environnement intérieur et qui intervient notamment sur le volet santé du fonds Dentelle. Donc, merci beaucoup d'être toutes les trois avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse donc la parole et vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Et on vous retrouve tout à l'heure dans 30 minutes. Et merci à tous d'être là. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, on va effectivement vous parler du projet du CREAC qui s'appelle Tout faire dans la dentelle. Et je suis Nathalie Duviella, je suis, comme l'a dit Aurélien, la directrice du CREAC. Et ce projet est né il y a quand même déjà quelques mois, voire quelques années au CREAC. Il a une longue histoire et c'est un petit peu ce qu'on va vous relater là en un petit peu moins d'une demi-heure. Donc, le CREAC, c'est une structure associative. On a été créé en 98 et on a 6 pôles d'activité, tous en lien avec, direct ou indirect, avec l'objet de l'association qui était accompagner les particuliers sur la rénovation des logements, la rénovation exemplaire des logements, la maîtrise de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables. Donc, sur ces 6 pôles, on retrouve le pôle énergie, derrière lequel on a notamment une animation d'une assez importante plateforme de la rénovation énergétique. On a également un pôle eau, on est espace info-économie d'eau, donc on fait du conseil aussi aux particuliers sur tout ce qui est économie d'eau. Donc, c'est Gwenaëlle justement qui est là, qui en est aussi en charge. On a un pôle éducation à l'environnement, donc on intervient en milieu scolaire ou extrascolaire. On intervient sur la formation des animateurs ou du personnel pédagogique. On est aussi sur du développement d'outils. Pardon pour le petit chat. On a un pôle santé habitat, donc qui est assez nouveau au CREAC puisqu'il a été créé il y a 2 ans à peine. Et donc c'est aussi Gwen qui en est responsable. On a un pôle formation qui est transversal à toutes nos thématiques. Et je termine par celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le pôle précarité énergétique, à l'intérieur duquel on intervient à 2 niveaux, directement auprès des ménages, où on est aussi formateur auprès des travailleurs sociaux. Donc, auprès des ménages, on peut être opérateur de dispositifs existants et que vous connaissez sans doute tous. On est opérateur ANA, on a été opérateur Action Logement, on est aussi habilité par la CAF pour faire pour qualifier l'indécence des logements, on est sur du permis de louer, voilà, par exemple. On est également animateur, enfin pas tout seul, hein, mais on est aussi opérateur du SLIM du département de la Gironde. Et on a également à côté des actions dans le pôle précarité énergétique que nous développons, qui sont à notre propre initiative. Donc, le fonds Dentelle, aujourd'hui, c'est voilà, c'est vraiment une action qui est propre au CREAC et qu'on a, voilà, pour laquelle on a vraiment déblayé, défraîchi, expérimenté. On s'est posé plusieurs questions et on s'est dit, c'est ce fonds Dentelle qui semble répondre aux questions que l'on se pose. Alors, les questions, c'était des constats qu'on avait fait à travers nos différentes actions préalables. Et c'était un constat, ou 3 principaux constats, qui étaient que oui, il existe des aides à la pierre, oui, il existe des aides à la personne, et que malgré tout, les ménages en précarité énergétique, qui sont quand même ceux qui bénéficient le plus de ces aides, pour autant ne réalisaient pas suffisamment ou suffisamment souvent, ou avec une assez bonne performance, ils ne réalisaient pas suffisamment de travaux d'économie d'énergie. Et je ne reviendrai pas sur le fait qu'il y a un énorme enjeu pour ces ménages à maîtriser leur consommation d'énergie et à améliorer leur logement. On s'est rendu compte aussi que chez ces ménages en précarité énergétique, on avait peu ou pas d'énergie renouvelable. Alors, quand on parlait d'énergie renouvelable, c'est toute énergie renouvelable. On trouve assez régulièrement du bois énergie, pas toujours avec des appareils performants, ça peut être souvent sur des foyers ouverts. On commence quand même à trouver assez régulièrement, au moins chez nous en Gironde, des foyers fermés, mais voilà, la seule énergie renouvelable que l'on peut trouver, c'était ce fameux bois énergie et pas toujours dans des systèmes performants. Et on sortait aussi, quand on s'est posé on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on veut faire pour nos ménages fragiles. On venait de terminer une action qui s'appelait Quand le logement rend malade.
et qui nous avait fait travailler sur le volet santé de la précarité énergétique. Donc, quand le logement rend malade, c'était un souhait pour nous d'aller sur cette thématique. Et donc, on était allé à la rencontre d'une conseillère médicale en environnement intérieur ouais, on n'en avait pas à l'époque au CREAC, on avait eu la chance déjà d'en avoir une en Gironde. On était allé à sa rencontre et on lui a dit voilà ce qu'on fait quand on accompagne nos ménages en précarité énergétique, les visites à domicile, la remise d'un kit économie d'énergie, un état des lieux des usages du logement, un état des lieux du bâti, des modes de chauffage, une analyse des factures, des préconisations quand on a des dérives de consommation ou un manque de confort, des préconisations de travaux ou d'accompagnement ou de changement d'usage, un accompagnement, un suivi de ces préconisations. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a une problématique santé et quand on a des personnes, des occupants qui sont malades et en précarité énergétique, on sait qu'il y a double enjeu. Et cette CMEI nous a dit, ça tombe bien parce que moi, je rentre chez des gens, pas toujours en précarité énergétique, mais je vois de la précarité énergétique. Mais je leur dis que oui, il y a une problématique santé qui est due à leur logement, qu'en gros, que leur logement aggrave la pathologie des occupants. Mais elle me dit, après, une fois que je leur ai dit ça, je ne sais pas quoi leur dire pour améliorer l'état de leur bâtiment, pour comment répondre à cette problématique. Donc, on s'est dit, il faut absolument continuer à travailler sur le volet santé de la précarité énergétique et notamment sur l'impact du logement sur la santé des occupants. Voilà. Donc, on avait tous ces constats, toutes ces envies aussi d'aller plus loin. Et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh ben, on est allé à la rencontre de nos deux partenaires, qui sont la Fondation Abbé Pierre et qui sont Procivis Assicap. Procivis Assicap, chez nous, c'est une structure qui fait des prêts sociaux pour les ménages, qui a plusieurs activités. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance aussi, elle porte ce qu'on appelle une carte, donc une caisse d'avance aux travaux d'économie d'énergie. Donc, quand un ménage a déposé un dossier, notamment à l'ANA, quand il a reçu le courrier de l'ANA lui disant que son dossier est passé en commission et qu'il a été accepté et qu'il s'est vu attribuer une aide, une subvention de l'ANA, et dès l'octroi de ce courrier, le ménage peut faire appel à la caisse d'avance qui va pouvoir débloquer toute partie des fonds à hauteur du montant de cette subvention pour pouvoir payer les avances des artisans et donc démarrer les travaux. Donc, c'était très bien aussi qu'on puisse travailler avec eux. Et donc, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ils m'ont dit, on continue, on y va. Et donc, on est allé vers ce fonds d'aide, alors aux travaux, pas que, vous le verrez, mais et on s'est dit, on va explorer. On va explorer des choses, des terrains sur lesquels on avait envie d'aller. On sentait qu'il y avait des choses à faire. Et donc, on s'est dit, c'est le moment, on y va. Donc, le fonds d'aide, on l'a dédié, on l'a ciblé sur deux axes principaux dès le début, sur l'intégration des énergies renouvelables et sur le volet, donc sur toujours le volet santé habitat, Et on s'est dit en plus, on va avoir un fonds qui va nous permettre aussi de débloquer des situations. Donc on va avoir des outils et on va avoir aussi des financements. Pas énorme, vous allez voir, c'est pas énorme le montant qu'on peut octroyer par situation, mais ça va nous permettre, on va l'utiliser pour débloquer des situations. Et donc, c'est comme ça que notre fonds dentelle, au-delà des outils et des thématiques qu'on lui a donnés, on s'est dit, il faut aussi qu'il soit utile pour venir aider des ménages qui, sans l'aide de notre fonds, ne seraient pas allés dans une démarche travaux. Et donc, voilà un petit peu l'identité de notre fonds dentelle. Donc, il s'appelle Tout faire dans la dentelle, mais par facilité, on l'appelle dentelle ou fonds dentelle. Voilà. Julie, je vais peut-être te laisser du coup, parler du parcours usager et te laisser te présenter en introduction. On reprendra la parole un petit peu plus tard. Bonjour à tous. Du coup, je prends la main. Donc, Julie Fitte-Duval, je suis arrivée au CREAC début juillet 2021. Voilà, donc moi, j'ai une formation d'assistante de service social et je suis arrivée donc, sur le fonds dentelle début juillet. Nathalie vous a fait du coup l'idée de départ. Voilà, moi, quand je suis arrivée, il y avait à peu près 5 ménages qui avaient commencé cette démarche. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment le parcours usager du fonds dentelle. Donc, on a fait en quatre petites anecdotes. Il n'y a pas tous les comptes qui s'affichent, mais c'est pas grave. La première, c'est donc la caractérisation des orientations. Donc, ce sont des ménages qui sont issus des dispositifs qui existent. Donc, OPA, PIC, Slim, je traduis. Donc, le Slim, on a déjà parlé, ça s'appelle, donc c'est le service local
d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. C'est porté par le département de la Gironde. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des grosses factures énergétiques et qui sont orientées par un travailleur social. Euh, Par orientation d'un travailleur social qui amène à une visite d'un chargé de visite, qui fait une visite technique et qui regarde un petit peu le logement, ce qui pêche, pourquoi il y a des grosses consommations, etc. Donc nous, on travaille en lien avec eux. Donc ça peut être des ménages qui sont issus de ces orientations-là. Les OPA, donc ce sont les opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat. Donc ça, ce sont des choses qui sont plutôt territoriales. Les PIGE, programmes d'intérêt généraux aussi. Et la plateforme de rénovation énergétique, donc ce sont nos collègues sur le pôle énergie qui peuvent aussi nous orienter des personnes, des propriétaires occupants qui peuvent avoir des souhaits de faire des travaux. Un petit peu l'idée. Alors, une évaluation sociale de la situation, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu les critères d'éligibilité, on fait une première approche un peu globale du logement, des travaux qu'il va y avoir à faire, du degré d'autonomie aussi et de la motivation de la personne. Moi, j'interviens aussi surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément pour qui l'ordinateur, par exemple, peut être quelque chose de compliqué, pour des personnes qui ne savent pas trop gérer un petit peu l'administratif, qui sont peut-être un peu frileux aussi par rapport à toutes ces choses-là. Donc, c'est aussi à ce moment-là en fait, où on voit un petit peu dans quel degré, à quelle mesure on va pouvoir accompagner la personne avec elle. Donc, une fois qu'on a un petit peu des premiers éléments qui se dégagent, on fait une commission interne. C'est-à-dire qu'en fait, on en parle entre nous, surtout pour savoir un petit peu comment le ménage va pouvoir venir avec nous. Et on organise des visites techniques à domicile. Alors, les visites techniques, comme ça, on peut proposer plusieurs scénarios de travaux. Le but, c'est d'essayer de trouver le scénario qui va être le mieux pour la personne, c'est-à-dire qui va pouvoir au maximum faire que le logement soit beaucoup plus vivable. Systématiquement, on propose une énergie renouvelable, parce que ça fait partie d'une des portes d'entrée aussi au niveau de Dentelle. On étudie la faisabilité financière, donc on essaie de regarder un petit peu les aides qui sont mobilisables. Donc il y a des aides d'État au niveau de l'ANA, il peut y avoir MaPrimeRénov'. Et on essaye aussi de piocher un petit peu à droite à gauche ce qui peut être aussi mobilisable sur le territoire avec les associations, avec la CAF si elle peut, avec les caisses de retraite si les personnes sont à la retraite. On essaie de trouver un petit peu tout ça. C'est à ce moment-là qu'on construit vraiment, on appelle ça tiers de confiance ménage, c'est-à-dire que tiers de confiance, du coup, c'est moi. On construit vraiment la relation de confiance entre le ménage qu'on accompagne et nous, du coup, en soutien aux aides, etc. Réalisation des devis. Donc ça dépend un petit peu des personnes. Il y a des personnes qui sont tout à fait à même de réaliser eux-mêmes leurs devis. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on essaie de trouver, mais bon, ça, on en parlera un petit peu après. On a d'autres idées pour essayer de soutenir les personnes au maximum par rapport au devis, notamment au contact avec les artisans. Ce n'est pas toujours facile d'obtenir des devis. Donc, on a quelques idées voilà, pour essayer de les accompagner, sachant que l'idée, c'est aussi de travailler avec des artisans qui sont au niveau local. Et pour les ménages qu'on accompagne, c'est un peu sur toute la Gironde. Donc, l'idée, c'est de favoriser quelqu'un, un artisan du Médoc qui va faire des travaux pour quelqu'un qui habite dans le Médoc et pas d'être partout comme ça. Alors, la validation du projet. Donc, passage en commission. Donc, c'est là qu'on valide en commission, du coup, cet accompagnement et les outils qu'on va pouvoir mobiliser pour le fond. Parce qu'on a plusieurs outils que je vous présenterai par la suite. L'ingénierie financière, bah, c'est vraiment d'essayer de calculer avec les aides, enfin avec les devis et les aides qu'on peut mobiliser, comment on peut calculer tout ceci. En fait, le but, c'est vraiment qu'il y ait un reste à charge qui soit le plus minime possible pour les personnes, voire zéro. C'est l'idée principale. Alors, Nathalie, je veux bien que tu descendes un petit peu, sinon je vais le faire sur le mien, ça sera plus simple.
Alors, j'ai compris que tu voyais pas la fin du slide, mais moi, je l'ai Non? en entier. Ah bon, bah, c'est pas grave. Je vais suivre sur le mien. Non, c'est peut-être mon affichage qui est pas très bien. Oui, Zoom. Gwen, tu me confirmes que tu vois tout, toi, sur ton écran? Bah, attends, je vais faire. Avec micro, c'est mieux. Oui, on voit jusqu'à la Voilà. réalisation des travaux. Ok. D'accord. Ok. Ok, non, je suis passée en mode écran. En plein écran, c'est mieux. OK. Donc, la réalisation des travaux. Pour être tout à fait honnête, il n'est pas encore pour l'instant, puisque les travaux sont en cours de commencement. Mais l'idée, c'est de vraiment d'accompagner les ménages jusqu'au bout, en fait, et jusqu'à même la réalisation des travaux, c'est-à-dire d'avoir un suivi concernant ces travaux. La finalisation des financements, c'est à ce moment-là. Et ensuite, de les aider à prendre en main leur logement avec des nouvelles technologies aussi, des fois, qu'il faut maîtriser. Le but étant évidemment qu'ils savent se servir bien de leur logement afin de faire des économies et d'être tout à fait autonomes sur leur logement. Et pour la fin, ben, on propose une évaluation après les travaux auprès du ménage. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça sera l'idée. Donc ça, c'est un peu le parcours usager du fond dentelle dans les grandes lignes. Voilà. Ok, merci. Alors, les outils du fond. Donc, on a plusieurs outils. J'en fais partie. Donc, moi, je m'occupe de l'accompagnement socio-technique. Je suis le tiers de confiance. Donc, c'est ce que j'expliquais, c'est de mobiliser les ménages sans évidemment forcer, mais en étant soutien, en étant force de proposition aussi, en maintenant une dynamique, parce que pour certains ménages, ça peut être aussi un peu épuisant, voire avoir envie de renoncer parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps. Il faut savoir qu'un dossier ANA, une fois qu'il est déposé, il y a environ entre 3 et 6 mois, le temps que ça passe en commission. Donc ça fait des choses qui sont longues et moi, mon gros travail aussi, c'est de maintenir les personnes mobilisées afin qu'ils ne baissent pas les bras et qu'ils se disent que si, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est d'être présente dans les différentes étapes du projet, donc depuis le départ jusqu'à faire l'interface avec les artisans, mobiliser les intervenants qui sont autour de ce projet. Donc, il y a aussi donc, notre conseillère médicale en environnement intérieur, donc Gonel Petit qui est ici, qui a coupé son micro, qui elle est là aussi pour améliorer la qualité intérieure. Voilà. Solidaire et solaire. Alors, en fait, ça c'est une opération qui a eu lieu. C'est une construction de chauffe-eau par des bénévoles. L'idée, c'est de poser ces chauffe-eau. Donc, c'est gratuit, hein, ce sont des bénévoles qui les ont fait, et de les poser pour les ménages pour lesquels qu'on accompagne, excusez-moi, dans la mesure du possible, parce qu'il y a des fois, ça reste un peu compliqué. Donc, il y a 5 chauffe-eau solaires qui ont été construits. Il y en a 2 sûrs qui vont être posés. Là, mardi soir, j'étais en visite à domicile chez une dame pour laquelle ça va être fait. Donc, c'est super parce que effectivement, en fait, ça permet l'été d'avoir une production totalement autonome. Et l'hiver, il y a quand même une petite batterie de secours. Donc, les personnes qui quand même, s'il ne fait pas beau comme en ce moment à Bordeaux, pourront quand même aussi avoir un ballon d'eau chaude. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite, donc on a des financements directs de travaux d'équipements en lien avec l'une ou l'autre de ces thématiques. Quand il y a un reste à charge qui reste, le fonds Nantel peut participer de façon financière, en fait, au reste à charge qui est fait. Et Watt Solidaire, donc c'est aussi en cours, donc c'est une proposition en fait de location de toiture. Donc ce sont des locations qui durent 20 ans. En fait, on pose des panneaux photovoltaïques dans la mesure où c'est possible, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un degré de performance. Voilà, l'idéal, c'est quand même des toitures qui sont orientées sud, mais donc c'est de la location de panneaux photovoltaïques. En fait, si vous voulez, le principe, c'est que au lieu de les panneaux photovoltaïques vont proposer de l'énergie. Et en fait, c'est du rachat de cette énergie. Au lieu de le faire tous les mois ou une fois par an, c'est versé en une seule fois. Donc, en fait, ça peut permettre aux personnes d'avoir un fonds supplémentaire
Ça peut être 2 000 à 3 000 euros, on ne sait pas encore, parce que là, on démarre aussi. Donc, pour l'instant, on a fait des visites techniques et on attend les retours des spécialistes pour savoir à peu près combien ils vont pouvoir proposer. Mais ça permet également de pouvoir financer une partie qui restera, le reste à charge qui restera. Donc, Julie, ouais. je me permets juste une précision là-dessus. On travaille avec un partenaire et c'est lui qui vient louer la toiture pendant 20 ans au ménage. Et Oui, c'est c'est pas nous. chaque année, voilà, la redevance, elle n'est pas sur la revente de l'électricité. Ça, c'est notre partenaire qui s'en charge, c'est son modèle économique. Mais lui, en contrepartie de l'utilisation de cette toiture pendant 20 ans, il va donner un montant. Et en général, ce montant, c'est un montant qui est versé chaque année. Et là, donc, le partenariat qu'on a nous permet de verser en une seule fois, au moment des travaux, ce montant-là. Donc, ça vient effectivement participer au financement des travaux. C'est ça, c'est au départ, du coup, ça permet aux personnes, du coup, de pouvoir… merci de la petite précision, effectivement. Ce qui est en cours de développement, c'est ce que j'expliquais un petit peu au départ. On se rend compte, en fait, avec les accompagnements qu'on fait, qu'il y a certaines personnes, c'est un peu compliqué de trouver des artisans qui sont disponibles aussi, hein. Donc, on travaille avec Ecobat pour essayer de mobiliser un réseau d'artisans au niveau local. Donc là, on s'est rencontrés, on a fait quelques rencontres au départ pour voilà, proposer aussi, être force de proposition pour les nouveaux ménages qui vont rentrer dans le fond dentelle, d'avoir des réseaux d'artisans qu'on connaît, qui sont aussi sensibles et sensibilisés à la démarche qu'on a, afin de faciliter le dialogue entre les artisans et les ménages qu'on accompagne. Ça, c'est en cours de développement, donc on espère avoir un petit agenda d'artisans qu'on va pouvoir solliciter de façon ponctuelle pour les ménages qu'on accompagne. Voilà ce que je pouvais dire. Et ensuite, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses. Non. Oui, peut-être dire quand même qu'Ecobat, on l'a rencontré parce qu'en plus, ils sont dans la salle. On Oui. a rencontré Ecobat à travers l'accompagnement qu'on a sur Chauffe-toi. Voilà, donc peut-être laisser la parole au réseau Ecohabitat. J'ai vu que vous étiez en nombre. Voilà, dans un deuxième temps, peut-être expliquer aussi comment on a rencontré Ecobat par votre intermédiaire. Ok. Alors, l'équipe. Bon, c'est moi la première, du coup. Donc, Julie Fitduval, donc chef de projet assistante sociale. Donc, je suis en charge de l'animation opérationnelle du dispositif. Je suis en contact avec tous les ménages qu'on accompagne, du coup, et aussi beaucoup avec les structures, par exemple, le réseau Procivis avec la carte, les artisans, les ménages qu'on accompagne. Alors, le CREAC, comme disait Nathalie, est opérateur au niveau de l'ANA, mais sur le territoire girondin, c'est quand même scindé en plusieurs associations qui s'occupent de ça, qui s'occupent de ceci, pardon. Donc, je suis en lien aussi avec les autres opérateurs pour les ménages qu'on accompagne. Donc, il y a Solia, il y a Urbanis aussi sur le secteur libournais pour justement être le lien entre toutes les personnes et le ménage, pour vraiment faire tiers de confiance et être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Ensuite, on a donc Monsieur Lumino Victor, qui est chargé de visite en précarité énergétique, donc qui travaille aussi sur le SLIM, qui aide également, parce qu'il est opérateur aussi au niveau de l'ANA, l'ingénierie financière, et qui propose aussi les différents scénarios de travaux les plus performants et, pour les personnes. Gwenaëlle Petit, je ne sais pas si tu veux te présenter ou si je te présente, donc qui est conseillère médicale en environnement intérieur, coucou, et qui est vraiment en charge de l'axe santé du programme. Donc, c'est ce qu'on s'était rendu compte aussi, hein, quand il y a un volet santé, les personnes sont beaucoup plus sensibilisées aussi à faire des travaux aussi pour améliorer leur santé. Donc, elle va aussi, à travers ses visites, proposer des conseils, des choses à mettre en place pour les aider. Et donc, Nathalie Duvilla, donc la directrice, qui est en charge de rechercher des financements pour pérenniser le fonds et les employés. Voilà. Gwen, peut-être qu'on peut te laisser la parole aussi, que tu présentes c'est quoi le métier de CMEI. Parce que suite à quand le logement rend malade, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu à travailler sur la thématique et on s'est dit, banco, on internalise la compétence. Et donc, Gwenaëlle est partie se former à ce métier.
peut-être qu'on peut faire prendre ce temps Oui. pour que tu présentes ta mission. Merci Julie pour la présentation, c'était très bien. Alors oui, donc, je suis Gwenaëlle Petit, donc je suis conseillère médicale en environnement intérieur, donc j'ai passé le diplôme de ce métier-là il y a maintenant 2 ans. Le but, c'est, on se rend compte qu'effectivement, le bâtiment joue un jeu sur l'état de santé de ses occupants. On se retrouve, surtout en précarité, on se retrouve dans un triptyque, c'est un peu l'escalade, quoi, des problèmes, des gens qui sont en situation précaire, les logements les plus énergivores et les plus dégradés en règle générale, et avec des personnes qui vont être fragilisées, qui sont des fois isolés ou qui ont peu de suivi en termes médicaux. Et tout ça fait un peu l'effet cocktail et aggrave les situations en termes de santé. Donc, c'est un peu le constat qui avait été fait par, il n'y a pas que nous, hein, de tous les organismes qui travaillent en lien avec la précarité énergétique. Et donc, on s'est formé pour aller à domicile en complément des autres métiers qu'on peut faire au CREAC et que vous faites en partie, pour travailler sur cette entrée-là, la santé dans son logement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va travailler sur les habitudes de vie. C'est l'une des premières choses. On leur redonne un peu les clés, on les rend maîtres un peu de cette situation-là. Donc, on va travailler sur leurs gestes, sur leurs pratiques de vie, je dirais les produits qu'on utilise à la maison, qui peuvent aggraver des pathologies, quand on a de l'asthme, de l'allergie, plein de choses comme ça. Donc, on redonne un peu les clés, on leur donne un peu le pouvoir, un peu de leur santé. Et aussi, on travaille sur le lien avec le bâtiment. Donc, c'est vraiment ces 2 aspects-là. On regarde la pathologie qu'ils ont, on regarde leurs habitudes de vie et ce qu'on peut faire dans un premier temps de façon un petit peu immédiate. Et à côté, on travaille sur le bâtiment et qu'est-ce que le bâtiment fait ou va aggraver et pourquoi. Donc, on va faire des prélèvements, on va faire des mesures de certains éléments comme le CO2, le taux de CO2 dans la pièce. On va travailler sur la température, on va regarder le nombre de produits chimiques qu'on va trouver. On fait des mesures de ce qu'on appelle COV, c'est des composés organiques volatiles chimiques qui jouent sur la qualité de l'air. Donc voilà, on va travailler sur ces aspects-là et on va essayer d'améliorer ça et de faire des propositions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on parle de rénovation énergétique, de suite, c'est rébarbatif, c'est lourd, c'est cher. Et quand on amène l'aspect santé, on redonne un petit peu de sens à tout ça et aussi un petit peu d'urgence et un peu de sens. Donc, on voit qu'on a un passage à l'acte qui se bonifie en parlant aussi santé des occupants sur les travaux. Voilà ce que je peux en dire. Si vous avez des questions, on pourra y revenir plus tard. Je vous rends la parole, les filles. Est-ce que vous avez fini votre présentation, Nathalie et Julie? Peut-être faire un petit point sur là où nous en sommes. Oui. Rapidement, Julie, je crois que c'était le dernier slide là où on en est, Ouais. qui est présenté là. Alors du coup, oui, donc les travaux vont commencer à démarrer, effectivement. Donc la première session solidaire et solaire, donc ça c'était, Nathalie, tu me corriges si je dis une erreur, mais c'était par rapport à la construction des chauffe-eau solaires, c'est ça? Qui a été faite. Il va y avoir les premières poses de ces chauffe-eau solaires, il va y en avoir 2 qui vont être faits. Donc le premier normalement fin novembre, le deuxième peut-être début décembre en fonction des disponibilités de la personne qui les pose. Donc ça c'est Cap Autonomie, hein, c'est monsieur Jérôme Collin, parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Cap Autonomie qui doit aussi mobiliser du coup 2-3 bénévoles qui ont construit les chauffe-eau solaires pour pouvoir les poser. Le déploiement de watts solidaires, donc c'est la pose des panneaux photovoltaïques. Donc là, on a fait des visites pour justement voir le rendu qui est possible, analyser, le rendement, excusez-moi. On est en... Voilà, là, on attend un petit peu les diagnostics techniques, on va dire. Au niveau des conclusions, alors, du coup, les premières conclusions qu'on a eues, donc c'est la pertinence d'un outil multifacette parce qu'effectivement, chaque ménage a des situations différentes, a des logements différents, a des vies différentes. Tout ne peut pas convenir à tous les ménages. Effectivement, comme dit Nathalie, le Fondantel, c'est comme une boîte à outils. On tire l'outil le
le plus adéquat pour les personnes. Il y a des personnes, par exemple, pour qui la pose d'un chauffe-eau solaire, ça paraît très compliqué, ou la toiture ne peut pas être envisagée non plus. Voilà, on confirme la nécessité du tiers de confiance, qui est un prérequis à la démarche, effectivement. Moi, je me rends compte que le rôle, il est quand même très important et qu'il faut maintenir un lien, pas journalier, mais quasi toutes les semaines à peu près avec les personnes pour savoir un petit peu s'il y a des avancées, pour rassurer aussi les personnes, parce qu'effectivement, ce sont des temps qui sont longs pour les aides, pour obtenir des aides, etc. Donc c'est vraiment un prérequis. Le CREAC s'est beaucoup impliqué dans le déploiement des nouveaux outils, effectivement, mais ça, je pense que Nathalie va plus l'expliquer, parce que c'est elle qui est au départ de tout ceci. Et le financement du fonds non linéaire et chronophage. Alors ça, c'est Nathalie qui l'avait expliqué, mais je lui laisse expliquer aussi le fait de pouvoir, voilà, d'avoir des fonds qui arrivent à différents moments et que ça peut être un peu aussi chronophage pour l'équipe, je pense. Et le dernier, donc c'est l'axe travaux articulation avec les artisans structurants. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait vraiment un manque par rapport au réseau d'artisans et par rapport à la communication en fait avec les ménages. Donc pour faciliter, on est vraiment en train d'essayer de faire quelque chose avec le réseau Ecobat grâce à qu'on a rencontré grâce à Chauffe-toi. Voilà ce qu'on peut dire. Pour finir là, sur l'histoire des financements et du fonds, là, les financements qui sont non linéaires et chronophages, oui, alors je pense que vous le savez tous que rechercher des financements, c'est chronophage. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça tombe bien. Et par contre, la difficulté que l'on a avec ce fonds, et donc ça va partiellement répondre à une des questions que je viens de voir, mais j'ai d'autres éléments aussi pour compléter, c'est qu'on est avec différents financeurs qui ont des débuts de convention et des fins de convention qui ne sont pas les mêmes pour tous les financeurs. Certains, c'est sur 2 ans, d'autres, c'est sur une année, d'autres, ça commence en juin, d'autres, c'est plutôt sur tel volet du fonds dentelle, d'autres, c'est plutôt sur le financement des visites santé. Donc, en fait, c'est un vrai travail en interne que d'articuler tous ces financements entre eux et d'en faire un outil fonctionnel pour les ménages. Voilà, donc je vous apprends rien, mais c'est vrai que voilà, on a plusieurs outils, donc plusieurs financements, voilà, et donc plusieurs périodes de financement, et donc ça on aimerait rationaliser, on n'a pas encore trouvé la façon de rationaliser tout ça, mais voilà, ça fait partie de la vie des projets. Et voilà. Et effectivement, ils nous ont soutenus depuis le début. Et donc la Fondation Abbé Pierre, ProCivis et Watt for Change avec le fonds de dotation de Valorem. Voilà, c'est les 3 principaux financeurs qui nous ont dit dès le début, on y va. Voilà. Alors notamment Fondation Abbé Pierre et ProCivis qui ont carrément été là aussi dès la réflexion, ils ont été. Nous avons fini notre présentation. Merci beaucoup à toutes les 3. Je vais un peu relayer les premières questions qui ont émergé. Vous avez déjà répondu à certaines d'entre elles. Il y en avait une sur le public accompagné. Est-ce que vous pouvez préciser si c'est uniquement des propriétaires occupants? Voilà, quel public vous accompagnez? Alors, sur le papier, c'est tout public. Dans la réalité, aujourd'hui, on est sur des propriétaires occupants. Alors, c'était aussi plus facile pour nous pour expérimenter cette première. Le fonds dentelle, on l'a mis en place de manière opérationnelle il y a 1 an et demi maintenant. Bon, avec le Covid, vous imaginez que ça aussi n'a pas aidé sur la lisibilité, sur la temporalité. Mais nos ménages sont toujours là. Donc, c'est à ça que sert le tiers de confiance. Il est extrêmement important. Donc, dans les faits, on a aujourd'hui des propriétaires occupants. On a peut-être un couple locataire et bailleur privé qui pourrait intégrer prochainement le dispositif. Donc, c'est ouvert, mais dans les faits, on a plutôt des propriétaires occupants. D'accord. Au niveau budgétaire, vous avez parlé d'une enveloppe par ménage. Est-ce que vous avez une idée Oui, alors, on a quantifié l'aide à 5 000 € par ménage. C'est dit comme ça, déjà, on vient débloquer. On peut venir aussi. Alors, cette aide, on l'imagine, on l'utilise
Soit ça peut être aussi des travaux, notamment de ventilation, qui ne sont pas reconnus comme travaux, qui ne rentrent pas toujours dans les aides à la pierre existantes. Ça peut venir sur ce que Gwen a appelé les travaux prérequis quand elle a fait ses visites. Elle a vu qu'il y avait des tableaux électriques qui n'étaient pas aux normes et des artisans qui nous ont dit qu'ils ne feraient pas les travaux tant que ce ne serait pas aux normes. Remettre un tableau électrique aux normes, ça n'est pas éligible aux aides à la pierre. Donc ça, il fallait qu'on vienne financer ces travaux prérequis. Donc c'est 5 000 €. Ça vient aussi, c'est important aussi pour quand on veut mettre des matériaux biosourcés, notamment sur les isolants ou la peinture, des choses comme ça. Le fond dentelle prend en charge le surcoût de ces matériaux qui ne sont pas couverts par les aides à la pierre. Et ça peut venir comme ça. Et après, c'est à la discrétion, c'est propre à chaque projet. Donc, on était sur un budget de 5 000 €. On s'est rendu compte que ça peut aller finalement, l'aide va de 1 500 €. Des fois, on a besoin de débloquer 1 500 € et on a jusqu'à 7 000, 8 000. Voilà, aujourd'hui, on cherche à boucler un projet où il y a un reste à charge autour des 10 000. Julie, je crois que c'est l'ordre de grandeur. On n'a pas trouvé de solution par les financements mobilisables. Donc, on va réfléchir, est-ce que le fonds dentelle peut aller jusqu'à débloquer ces 10 000 € pour aider le ménage? Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Mais en moyenne, notre ordre de grandeur, c'est 5 000, mais on a vu que finalement, il faut s'adapter aussi à la situation. Ok. Est-ce que tu peux rappeler ce fonds dentelle par qui il est financé? C'est les financeurs qui s'affichent là sur la dernière slide. C'est les financeurs qui s'affichent là. On a depuis appris qu'on était aussi lauréat de l'appel à projet Castorama qui va ça va nous permettre de démarrer une deuxième session du projet solidaire et solaire. Voilà. J'espère qu'on n'oublie pas. Et aujourd'hui, on a des collectivités qui sont intéressées pour ancrer ce dispositif sur leur territoire. Et ça, c'est en cours de réflexion pour l'instant. D'accord, très bien. Vous avez répondu à la question sur le partenariat sur les chauffe-eau solaires autoconstruits. Peut-être vous pouvez le redire si ce n'était pas clair pour les participants. Et il y avait une question sur la manière dont vous gérez la maintenance des chauffe-eau solaires qui sont autoconstruits. Alors, ce sont des chauffe-eau solaires très simples, très simplifiés, qui fonctionnent très bien. C'est la question qu'on s'est posée au tout début. La maintenance, a priori, alors attendez, parce que je sais plus si vous nous avez répondu. Alors, le partenaire, c'est Jérôme Collin sur Cap Autonomie, dont c'est le métier et qui est d'ailleurs formateur. Alors, son offre de service, c'est former des ménages lambda dans le bon sens du terme, des ménages qui souhaiteraient fabriquer eux-mêmes leur chauffe-eau solaire. Et ben, ils peuvent venir en stage chez Jérôme à Cap Autonomie. Et et à la fin du stage, ils ont été encadrés par Jérôme, qui est formateur agréé, il est RGE et tout. Et donc, ils ont fabriqué avec Jérôme, ils auront fabriqué le chauffe-eau solaire et ensuite, ils vont aller le poser chez eux. Ça, c'est l'offre de service classique. Il fait aussi ça sur des poêles bouilleurs, sur d'autres matériels, sur d'autres équipements. Nous, on s'est arrêté sur le chauffe-eau solaire parce que c'était à notre sens celui qui, justement, nécessitait le moins de problèmes d'assurance, parce qu'on s'est aussi posé la question de l'assurance. Donc, l'assurance, on est sur des matériaux très simples, donc c'est pris en charge par l'assurance de la maison, du logement. Assurance habitation. Voilà, il faut quand même, on précise à nos ménages qu'il faut quand même qu'ils le fassent. Et après, sur la maintenance, lui, il nous dit qu'il n'y a pas spécialement de maintenance parce qu'il n'y a pas d'électronique embarquée et que c'est une maintenance comme on fait de la maintenance de sa toiture. Donc, la maintenance, c'est quelque chose qui est faite par les ménages. Et là aussi, les ménages il y a un temps de pédagogie. À la fin de l'installation où les ménages se verront, s'entendront. On leur montrera comment faire cet entretien. C'est Jérôme qui fait cette formation-là. Et de toute façon, si on voit, parce que là aussi on explore, si on voit que dans le temps ça pose un souci, on sera vigilant, on restera en contact avec le ménage s'il y a un problème sur ces chauffe-eau solaires. On explore. D'accord. Moi, là-dessus, une question complémentaire. Dans le cadre du partenariat avec Cap Autonomie, c'est qui finance les matériaux? Alors, c'est là-dessus qu'on va chercher des budgets. Donc, c'est pour ça que Castorama, la fondation Castorama, c'est super qu'on ait eu le financement parce que c'est ce qui va permettre de nous financer
les matériaux. Alors, ce que je dis souvent, c'est que solidaire et solaire, ce qu'on aime, c'est la démarche. Parce qu'après, si on ramène ça au coût du chauffe-eau solaire, c'est pas forcément moins cher que de faire appel à un artisan classique et à lui demander d'installer un chauffe-eau solaire. Mais ce qu'on aimait là, c'était d'avoir aussi une montée en compétences de bénévoles. Et dans notre idéal, hein, qui n'a pas encore eu lieu, mais pourquoi pas un jour, on aimerait bien que ce soit les ménages qui viennent aussi participer à la fabrication de ces chauffe-eau solaires. Alors, soit des ménages qu'on est en train d'accompagner et qui pourront ensuite donner un peu de temps et venir fabriquer les chauffe-eau solaires sur la prochaine session. Ça, c'est le monde idéal. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. On s'est dit aussi qu'autour de la table, dans les bénévoles, on aimerait bien avoir nos partenaires. Et on a eu des territoires, d'ailleurs, qui sont venus, et des artisans, donc ce n'était pas du tout le métier premier, qui sont venus participer à la première session. Et on est en train de réfléchir, parce que tout ça, ça a un coût, et au final, on est quand même, voilà, c'est un coût qui n'est pas anodin. Et la réflexion, mais je n'ai pas la solution, la question que je me pose, c'est on a un premier groupe de 10 bénévoles qui ont été formés, qui ont donc une montée en compétences. Comment capitaliser sur cette compétence acquise pour faire baisser le coût des prochaines sessions. Voilà. Donc, le problème, c'est que le solidaire et solaire, les financements, ils vont pour acheter du matériel et ils vont pour financer le temps de Jérôme quand il fait la formation. Et puis, c'est lui qui est garant voilà, que les chauffe-eau solaires sont bien montés et qu'ensuite, ils sont bien installés. Donc, d'où le travail qu'on va amorcer aussi avec les fondations. On en a un petit peu parlé avec Astorama, mais pourquoi pas aussi se rapprocher de fondations ou de magasins d'enseignes, de bricolage, pour essayer d'avoir du don de matériel. Pourquoi pas? Voilà, c'est pas, je l'ai juste abordé, mais on n'a pas encore déblayé cette piste-là. Ok, donc on a bien compris que en fait l'objectif n'est pas forcément de baisser le coût de l'équipement, mais c'est bien toute la dynamique que vous mettez en œuvre de mobiliser des bénévoles, d'être en lien avec les ménages. C'est ça que vous recherchez. Absolument. Et il y a Perrine Brilin qui rajoute que si les ménages participent, ils deviennent vraiment acteurs et peuvent bien comprendre le système, et que pour la maintenance, ils pourront peut-être la réaliser eux-mêmes. Exactement, mais c'est vraiment ce qu'on a en tête. Alors après, il y a la vraie vie, mais on aimerait beaucoup et on leur propose d'ailleurs. Alors après, quand on a une personne âgée de 80-90 ans, on ne va pas lui dire allez hop, sur le toit, viens poser ton chauffe-eau solaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'adapte aussi au ménage. Très bien, d'accord. Alors, des questions toujours un peu techniques, et puis après on passera à des questions plutôt d'ordre financier. Lors de la location de toiture pour le photovoltaïque en revente totale, est-ce que les ménages sont indemnisés en une seule fois pour l'ensemble de la production sur les 20 ans, ou est-ce que ça se fait année par année? Non, là, c'est bien en une seule fois et c'est bien justement pour avoir un budget qui permette de venir financer les travaux. Oui, j'ai peut-être pas été assez claire quand je l'ai dit. Effectivement, ça vient en une seule fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au terme de ces 20 ans, les personnes redeviennent propriétaires en fait Des panneaux. des panneaux. Voilà. D'accord. Très Voilà, bien. ça a été acté. Ok. Et il y avait une question aussi, le fonds Dentelle vient après l'opérateur ANA si le reste à charge est trop important? Effectivement, ça vient en complément des aides nationales qu'on va pouvoir mobiliser, ANA ou MaPrimeRénov'. D'accord, c'est ça. Donc, vous allez d'abord faire toute l'ingénierie pour aller Ouais, chercher tout ce qui existe, tout ce qui est d'ordre de droit commun, et ensuite, exactement. Dentelle On vient. se substitue pas au droit commun, on vient en complément quand il y a un reste à charge qui est important. Il y a toujours du reste à charge quand on fait des travaux. Mais ce n'est pas un dû que d'avoir une aide du fonds Dentelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un projet. Voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment la notion de débloquer des projets qui, sans le fonds Dentelle, ne se feraient pas. Il y a des ménages qui bénéficient de l'ANA, qui ont un reste à charge qui n'est pas anodin, mais ils n'ont pas besoin du fonds Dentelle pour autant pour se lancer dans cette démarche travaux. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un reste à charge que le fonds Dentelle doit intervenir. On est vraiment sur la bonification, on est vraiment sur de l'accompagnement de démarche. C'est vraiment ramener des ménages et aujourd'hui éloignés de la démarche, c'est ramener des ménages aujourd'hui éloignés de la démarche travaux dans cette démarche travaux.
S'ils sont dans la démarche travaux et qu'ils font leur projet sans nous, ben, tant mieux. Ça nous permet de nous focaliser sur les ménages pour qui ça bloque. Voilà. D'accord. Et d'où l'idée aussi de travailler justement avec des opérateurs ANA qui sont sur des OPA ou des PIG, en voyant avec eux quels ménages les ont contactés sans donner suite, et voir avec eux comment reprendre, contacter ces ménages pour essayer de savoir pourquoi ils n'ont pas donné suite, et s'il y a un des freins, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas donné suite, ben, le fonds Dentelle peut y répondre, et ben, on leur proposera de rentrer dans le fonds Dentelle. Voilà, c'est vraiment la démarche. Ok. Alors, toujours sur ces questions d'ingénierie financière, il y a une question sur est-ce que cette participation du bénévolat pourrait rentrer pour être éligible à l'auto-réhabilitation accompagnée encadrée qui est financée par l'ANA? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Eh bien non, c'est une excellente question Ouais. parce que effectivement, c'est à étudier. Donc merci beaucoup pour la question. On ne s'est pas posé encore, ouais, effectivement. Mais... Alors, il y a Sophie Magot qui rajoute: j'ai cru comprendre que l'ANA ne souhaitait pas subventionner des projets où il y avait du don de produits en lien avec des économies d'énergie. Est-ce que vous avez été confronté à cette situation? Donc, Sophie Magot qui a récemment rejoint le réseau Rappel et qui est du groupe Atlantique et qui justement a un fonds de dotation sur le don de produits. Donc, je pense que ça pourra être intéressant que vous mettiez en contact à l'issue du webinaire. Mais donc, elle a cette question qui a effectivement lui est remontée, que lorsque il y avait des projets où il y avait du don de produits, qui facilitaient des économies d'énergie, notamment autour du chauffage, l'ANA ne souhaitait pas subventionner les projets. Est-ce que vous avez connaissance de... Non, on n'a pas eu ce cas de figure, mais parce qu'on n'y a pas été confronté. Non. Donc, c'est en tout cas, moi, j'ai invité Sophie à poser la question sur la liste du rappel parce que je pense que c'est quelque chose effectivement d'intéressant à creuser, en tout cas. Il y avait une dernière question sur le budget. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur le budget pour monter cet accompagnement et notamment le nombre d'équivalents temps plein pour le nombre de ménages que vous accompagnez? Non. Non, mais c'est un vrai non. Mais par contre, je peux un peu détailler derrière. Oui, non, parce que comme je disais, on n'a pas un budget. Quand on me demande souvent c'est quoi le budget du fonds, bah, je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, il va être de temps, mais si dans un mois, j'apprends que je suis lauréate de tel appel à projet, bah, ça va forcément changer le montant de mon fonds. Donc, on a réfléchi différemment. On s'est dit, tant qu'il y en a de l'argent, ben on y va. Et on s'est dit voilà, l'équilibre ou le modèle vers lequel, voilà, pour l'instant, le modèle économique qu'on a pris, c'est le suivant. C'est que quand on arrive à avoir du financement, 15% de ce financement va à l'animation du projet et du fonds. Voilà, donc l'animation, tout ce qui est valorisation comme on fait aujourd'hui, tout ce qui est recherche de financement, tout ce qui est transversal, tout ce qui fait que sans ça, le fonds ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Il y a aussi des coûts parce qu'on a aussi ouvert un compte bancaire dédié à l'argent de ce fonds pour ne pas le mélanger avec le financement avec le budget du CREAC, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est une comptabilité à part, etc. Et donc, il reste 85% de cet argent qui est dédié aux ménages. Et après, dans ces 85%, c'est là où on va piocher les différents outils. Donc, par exemple, quand Julie, elle dit, pour ce ménage, les rencontrer, je vais devoir l'accompagner sur tel point, tel point, tel point et tel point. Elle va nous faire une estimation, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins une estimation. Et après, elle fera un suivi fin. Mais au départ, elle fera au moins une estimation du temps qu'elle pense devoir passer à accompagner ce ménage. Et elle va faire comme ça un devis qu'on va soumettre à nos financeurs en disant, voilà la situation, voilà la problématique, voilà où le programme de travaux, voilà ce qu'on envisage de faire, et voici la nature et donc le volume d'accompagnement social qu'on va sans doute devoir faire sur ce ménage. Et donc, nos financeurs nous disent, ça, c'est OK pour nous, ça, c'est pas OK pour nous. En général, ils nous disent OK parce qu'ils savent qu'on est sérieux, évidemment. On est là pour optimiser le fonds. Et donc, il y a une partie de 85% qui vient financer du temps d'accompagnement social de Julie.
Après, le reste du financement de ces 85%, ça vient aussi, c'est là-dedans qu'on puise le montant des travaux. Et c'est là qu'on vient aussi, et c'est là aussi qu'on peut venir puiser sur le financement des projets solidaires et solaires. Voilà, pour financer la réalisation des 5 chauffe-eau solaires. Et Watt Solidaire, c'est autonome, c'est vraiment notre partenaire qui prend le relais et qui ne rentre pas du coup directement dans notre financement. Financièrement, c'est transparent pour nous, puisque lui, il met aussi à disposition, il travaille avec des bénévoles également, des bénévoles qui sont issus de son entreprise, souvent des retraités de son entreprise, des jeunes retraités, hyper actifs et qui sont engagés. Et c'est eux qui accompagnent Julie. Quand Julie dit, bah, tiens, on pense qu'il y a Watt Solidaire à mobiliser, ils accompagnent Julie sur place et ils disent, oui, techniquement, c'est possible. Julie, elle se charge de dire, voilà, de rester en lien avec le ménage pour qu'ils comprennent bien voilà, la démarche et la dynamique. Et donc, ensuite, ils prennent le relais sur les travaux et donc, ça devient transparent pour le financement du fonds. Je ne peux pas répondre au mieux aujourd'hui. Non, mais c'est déjà très bien détaillé. On entend bien que c'est une expérimentation et que, voilà, effectivement, tu l'as très bien expliqué. Pour l'instant, le modèle économique n'est pas bouclé. Vous êtes en phase d'expérimentation. Mais je ne sais pas si on pourra changer cet état de fait. Vu que voilà, les financements, c'est normal, il n'y a pas de problème, je ne m'en plains pas, c'est juste une factuelle. Il faut être sans cesse à la recherche des financements. Donc alimenter, penser à alimenter le fonds pour dans 6 mois, dans 1 an. Ça tombe, tant mieux. Ça ne tombe pas, bah, tant pis. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas si on pourra changer cette façon pour nous de piloter financièrement le fonds. Alors, il y a une nouvelle question technique qui vient d'arriver. On a parlé de l'entretien des chauffe-eau solaires. Là, la question, elle porte sur l'entretien des panneaux photovoltaïques, notamment la question de l'onduleur. Et en complément, la personne se demande quelle est la procédure en cas de revente du logement. Alors, parce que parce que j'ai eu la question, évidemment, les personnes ont posé la question, parce que d'une part, c'est un engagement sur 20 ans, donc pour les personnes, il y a aussi une projection dans 20 ans, je ne sais pas où je serai, j'en ai déjà 60, etc. Donc tout ce qui est entretien, en fait, il est assuré par la fondation, donc le Watt for Change, qui s'occupe de l'entretien, qui a une assurance, sa propre assurance, si jamais il y a des choses qui cassent, si jamais le fait que les panneaux abîment la toiture, etc., les personnes sont entièrement couvertes. Et en fait, c'est un bail de location. Donc, en fait, s'il y a une revente du logement, la personne qui va racheter le logement va être un petit peu obligée, entre guillemets, puisque c'est un bail de location de toiture, de continuer ce système. Sachant que par contre, il ne percevra pas les fonds qui auront déjà été versés, enfin le nouveau vendeur, qu'on soit clair. Mais au terme des 20 ans, du coup, il redeviendra propriétaire de ces panneaux et pourra en profiter lui-même. Voilà. Les questions se sont posées parce que les ménages qu'on accompagne, 20 ans, si vous voulez, c'est quand même long, quoi. Donc voilà, c'est entièrement pris en charge par l'assurance. Très bien. Parfait. On arrive presque à la fin. Il y a Aurélien qui avait une question, puis moi j'en avais une petite aussi. Oui, merci Claire. Moi j'avais une petite question sur l'évaluation sociale de la situation que vous avez évoquée au début du parcours de l'usager, notamment le degré d'autonomie et la capacité d'engagement du ménage. Est-ce que vous avez une grille ou un référentiel de critères particuliers pour évaluer ce type de choses, ou est-ce que c'est l'expertise métier qui amène à évaluer le niveau d'autonomie et la capacité du ménage à se projeter dans le style d'accompagnement? On n'a pas de grille. Voilà, parce que moi, après, c'est de ma formation, j'aime pas trop cocher les cases et tout ça. Non, c'est plus par rapport, c'est plus un ressenti par rapport à savoir si la personne est en autonomie de faire ces choses-là. Ça se perçoit assez rapidement. Après, moi, dans mon accompagnement, j'essaie d'expliquer qu'il n'y a aucun souci, qu'il n'y a aucun problème sur le fait d'être plus présent ou moins présent, à quel moment. Donc, il n'y a pas de grille. Je fais vraiment en fonction de la personne, en fonction du ménage qui est en face de moi et j'essaie de m'adapter au mieux, voilà, en laissant
en laissant les personnes, voilà, si elles me disent qu'elles peuvent le faire, moi, je suis pour la valorisation de leur autonomie. Je reste en soutien si jamais il y a besoin de faire des choses. Et moi, j'ai une formation quand même qui tend à essayer que les personnes aient le moins besoin de moi. Voilà. Mais non, il n'y a pas de cri. Très bien, merci. Et il y a une question pour Gwenaëlle. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment s'articule l'intervention avec la CMEI dans le cadre du fonds? Alors, pour l'intervention donc sur la partie santé, c'est sur la continuité, le prochain fonds, c'est en discussion avec Julie. Donc, il y aura toujours une évaluation en termes de santé. Donc, comme il y a une évaluation technique et sociale de la situation, on fait un point sur la santé. Donc, en fonction de ce qu'on va retrouver, je vais me déplacer à domicile avec le technicien et faire un état des lieux, je dirais, un petit peu de la qualité de l'air et donc des habitudes de vie, ce qu'on peut améliorer dans un premier temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est redonner un petit peu le geste et les clés de son logement à la personne. Donc, c'est déjà évaluer la qualité de l'air, comment on peut l'y améliorer avec de la pratique au quotidien. Et après, en fonction des pathologies et du bâtiment, qu'est-ce qui va falloir faire pour améliorer encore plus la situation. Ça peut être de l'équipement sanitaire. Pour quelqu'un, par exemple, qui est allergique aux acariens, on a des équipements spécifiques qui sont quand même pas donnés pour donc la partie literie. Donc ça, on peut aussi le prendre en charge dans le fond. Donc ça, on peut mettre des housses anti-acariens sur le matelas, puisque c'est le réservoir de vie de cet allergène. Donc voilà, on va, suite à la visite et à la situation, mettre en place des mesures qu'on appelle d'éviction personnalisée et orienter certains achats ou certains travaux. On va essayer de privilégier des matériaux biosourcés, ce genre de choses qui seront moins impactants pour la qualité de l'air et pour le poseur et pour la personne qui y vit. On va faire vraiment un point sur la ventilation, tous ces éléments-là en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une visite à domicile faite en même temps que le technicien. Merci beaucoup. Et ben on arrive à l'issue de ce webinaire. Un grand merci à toutes les trois pour cette présentation et tous les compléments que vous nous avez apportés. Merci aux participants. Donc, comme on le disait en introduction, le webinaire sera mis en ligne d'ici quelques jours. Si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retours d'expérience. On est toujours avec Aurélien preneur d'idées pour l'organisation des webinaires du réseau Rappel. Voilà, un grand merci à toutes et tous. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Et on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.